Netanyahou, qui est un politicien chevronné, comme on le sait tous, lit les sondages et voit la même chose que tout ce que nous autres journalistes voyons, à savoir que c'est l'impasse, que pour l'instant, aucun bloc n'emporte de majorité claire. Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio ce matin, et ça nous fait très plaisir qu'elle soit là, Myriam Schermer. Myriam, bonjour. Bonjour, c'est rare. Ah oui, c'est rare. Alors on en profite, on est très heureux de vous avoir ici aujourd'hui. Inutile de vous présenter, Myriam Schermer, vous êtes politologue tout de même, on va le dire, et vous êtes auteur d'un ouvrage, Knesset 2026. Alors 2026, c'est bientôt, hein, on y est en plein dedans. On rentre dans la période électorale, on est encore en hésitation. On saura peut-être, c'est peut-être la première question que je vais vous poser, on saura peut-être la semaine prochaine la date des élections ou peut-être pas encore. Peut-être pas, c'est-à-dire qu'en fait on est dans un scénario qui est tellement improbable, c'est-à-dire qu'on est arrivé au bout du mandat, ça faisait 40 ans que c'était pas arrivé, donc personne ne sait comment on est censé procéder. Donc la conseillère juridique du gouvernement notamment, elle a dit, je voudrais que vous fassiez malgré tout passer une loi de dissolution de la Knesset, pour la bonne forme. Pour la bonne forme, parce que c'est pas obligé de... Parce que c'est pas obligé, alors que non, en fait, a priori, on a une date, c'est le 27 octobre. C'est ça. Ensuite, ça peut être le 20. Ce sera pas plus tôt, puisque de toute façon, on est déjà presque mi-juillet, là. Il y a quand même il paraît qu'il y a une problématique si la Knesset n'est pas dissoute, c'est-à-dire par rapport au statut du gouvernement. C'est plus un gouvernement de Mahavar, de transition. Que le gouvernement soit un gouvernement d'intérim. Non, c'est ça, c'est qu'on n'a tellement pas l'habitude que ce soit pas anticipé, que la campagne, c'est une drôle de campagne, on ne sait pas si elle a commencé, on ne sait pas à quelle date on vote, enfin, tout est un peu comme ça. Et surtout, Daniel, on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura lieu le fameux dépôt des listes, la clôture. Parce que c'est ça qui sera déterminant, on va dire. Et c'est 6 semaines avant le scrutin, mais on ne sait pas encore quand est-ce qu'aura lieu le scrutin. Donc tout est un peu flou. C'est la drôle de campagne. Alors c'est une drôle de campagne. Alors tout de même, on va essayer de dire un mot, c'est dire le fait qu'on est dans une dimension un petit peu historique aussi, puisque c'est la première fois depuis 40 ans, comme vous le disiez, que ça se produit. Comment finalement on explique rétroactivement, en prenant un peu de recul, que le gouvernement qui était en charge de la plus grande des catastrophes de l'histoire de l'État d'Israël, du 7 octobre, qui au début de son mandat a subi, on va dire, les attaques de l'opposition à travers la réforme judiciaire, eh bien, il réussit à tenir le choc jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Est-ce que c'est encore un de ces tours de passe-passe de Binyamin Netanyahou, ou bien tout simplement parce que 64 ou 68 députés, c'est imbattable, ou alors c'est l'opposition qui est totalement incapable? Tout est vrai. Non, je pense que c'est quand même les circonstances historiques. Il y avait quand même, tout de suite après le 7 octobre, un sentiment qu'on était dans l'urgence nationale. Ensuite, que tant que les otages n'étaient pas rentrés, qui était quand même très difficile, et qu'on avait des soldats à tous les fronts, c'était quand même très difficile de faire une élection. Puis ensuite, on a eu Iran 1, Iran 2, c'est-à-dire que vraiment, la situation, elle est hors norme. Et oui, je pense que c'est une opposition tout sauf efficace, tout sauf vent debout, c'est-à-dire qu'il y avait quand même de quoi secouer le cocotier. On peut très bien imaginer ce que Netanyahou aurait fait s'il avait été chef de l'opposition. Qu'est-ce qui a manqué à l'opposition? Une cohésion Alors, je pense vraiment que Yair Lapid, c'est pas un bon chef d'opposition. Oui. Il est pas très fort dans ce rôle-là. Il a un côté nonchalant. Même quand il était Premier ministre... il était nonchalant, oui. Il était considéré comme... Il disparaissait en fin de semaine. C'est ça, il a un côté... Alors, c'est un homme de lettres, il a ses qualités de politicien, mais il a pas l'instinct killer. Voilà, l'instinct de killer, il l'a pas. Et puis, encore une fois, c'est quand même une situation très particulière. Les otages ont tous été libérés en octobre 2025, donc ça ne laissait pas énormément de temps. Mais c'est vrai que depuis, on aurait pu imaginer que l'opposition passe à l'offensive. Et en plus, c'est tellement facile avec le mécontentement de l'électorat de droite concernant la loi d'exemption pour les orthodoxes. Il y aurait largement eu de quoi pousser, acculer l'opposition, et ça n'a pas eu lieu. Acculer la majorité, pardon. Alors on assiste actuellement ces derniers jours à une sorte de blitz de projets de loi qui sont en train d'être votés par la Knesset. Et c'est à la dernière minute, bien entendu. Alors ça arrive en général, hein, c'est le cas de figure typique, mais là, on a véritablement l'impression qu'on rattrape 4 années de retard. Oui, et puis je pense aussi que Netanyahou, qui est un politicien chevronné, comme on le sait tous, lit les sondages et voit la même chose que tout ce que nous autres journalistes voyons, à savoir que c'est l'impasse, que pour l'instant, aucun bloc n'emporte de majorité claire. Alors il y a des sondages différents en fonction des différents instituts, mais je pense que lui-même n'y croit pas tellement parce que sinon il aurait agi autrement. Donc il se rend compte que le meilleur scénario pour lui après l'élection, c'est pas forcément une victoire, mais c'est l'impasse dans laquelle il reste Premier ministre par intérim.
soit on retourne en élection, soit il y a un gouvernement d'union qui se forme, mais on ne sait pas encore. Et donc, il a un cœur de garder la loyauté des partis orthodoxes. Donc, tout ce qui est en train d'être fait en ce moment, ça ne va pas forcément aboutir, y compris la loi sur la Torah comme valeur fondamentale de l'État d'Israël. Ça n'a pas forcément le temps de passer en 3e lecture. Et de toute façon, ça risque d'être débouté par la Cour suprême. Donc, le sujet, ce n'est pas effectivement faire passer des lois, c'est de continuer à solidifier le bloc pour que les partis orthodoxes ne soient pas tentés d'aller voir l'opposition. Oui, mais là, il y a une problématique. Solidifier le bloc, lorsque, on va dire, il n'y avait pas de problème autour de l'enrôlement des élèves des yeshivot, ça pouvait peut-être tenir. Aujourd'hui, à l'intérieur même du Likoud, il y a un vent de protestation, sans parler au sein du sionisme religieux, dans les autres composantes de la coalition gouvernementale. On n'est pas content. Cette loi, elle n'est pas populaire du tout. Elle est même très impopulaire, on va dire. Pas du tout. Et on a vu encore ces derniers jours Ophir Katz, donc le chef de la coalition, qui crie, il n'y a pas d'autre mot, qui insulte Danny Louz, le député francophone qu'on connaît bien dans la communauté, en lui disant tu es en train de mettre des bâtons dans les roues du Likoud. Et Danny Louz qui dit non, je défends les valeurs du Likoud, de l'ancien Likoud, libéral, nationaliste, etc. Donc oui, effectivement, il y a des députés qui ont fait le choix, comme Danny Louz, de mettre en danger leur carrière politique. En disant avec une forme d'intégrité. Une forme d'intégrité. Il n'est pas impossible qu'ils rejoignent un autre parti. Hein. C'est la question à se poser. Et il y a le Likoud qui continue à faire ça. La seule explication, vraiment, c'est de dire que le danger électoral est pallié par le fait de conserver le bloc et les considérations techniques de conserver le bloc Netanyahou, celui donc le sionisme religieux et les partis orthodoxes, est plus important que prendre le risque de mécontenter les électeurs du Likoud qui sont quand même dans une logique de loyauté à un parti dans lequel ils ont grandi. Et en gros, les électeurs du Likoud, quand ils ne sont pas contents, ils ont tendance à ne pas aller voter plutôt que de voter pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est un risque calculé de la part de Netanyahou. Alors, Netanyahou lui-même, au sein du Likoud, il essaye de se battre pour obtenir, on va dire, un changement dans la composition, le mode de composition de la liste électorale, parce qu'effectivement, faut pas avoir une vue particulièrement affûtée pour comprendre que la liste électorale du Likoud, la dernière, elle est pas particulièrement séduisante et que les primaires qui étaient, on va dire, l'apanage, on va dire, le modèle du Parti démocratique, eh bien aujourd'hui, ça se retourne contre le Likoud aujourd'hui. Il a peut-être raison, Binyamin Netanyahou, de revenir à la période de ce qu'on appelait la Vada Messaderet de Begin et de Shamir. Et donc il a demandé 8 nominations sur les 25 premières places. A priori, il les a obtenues, ce qui est une très mauvaise nouvelle pour les autres, effectivement, parce que ça recule tout le monde. Et en sachant que les projections du Likoud sont entre 20 et 25, voire 28 dans les sondages optimistes. Ça va faire au moins une dizaine de députés qui vont sortir. Qui restent dehors. Oui, donc bien sûr. Donc c'est pas une bonne nouvelle pour les députés en eux-mêmes. Et pour répondre à votre question, je pense que Netanyahou a été pris dans sa logique. C'est-à-dire que d'un côté, à un moment donné, suite à ses procès, etc., il a fait le choix de dévier de la ligne Mamlarti, fédératrice, classique, Likoud libéral, etc., dont il était lui-même un des tenants. Qu'il a défendu lui-même dans la Cour suprême, etc. Et dans son combat pour prouver son innocence et pour où il considère qu'il est persécuté par l'appareil judiciaire, de facto, il a dû aller vers des messages beaucoup plus radicaux. Et ça fait effet boule de neige parce que ça attire des adhérents et des candidats députés qui, eux, sont, comme Tali Gottlieb en l'occurrence, qui, eux, sont à l'aise avec ce genre de message. Et donc, ça vient avec la radicalité, ça vient avec les crises, ça vient avec tout ça. Et donc, maintenant, ça fait victime de son succès. C'est-à-dire qu'il a eu besoin de cette liste pour soutenir son combat contre l'appareil judiciaire, mais aujourd'hui, il se rend compte que la liste est allée tellement loin que ça fait repoussoir. Donc, il est dans une situation où il essaye d'équilibrer. Et où il est allé jusqu'à menacer les députés du Likoud en disant si vous ne faites pas ce que je vous impose, je crée un nouveau parti. Je me barre, voilà, et je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. Et on a testé, le Maariv a testé la semaine dernière. Et dans ces cas-là, le Netanyahou lui-même obtient 16 sièges et tous les autres, 7 mandats. 7 mandats en politique israélienne, c'est dangereux. C'est pas très loin du seuil. Donc ça veut bien dire en fait qu'il n'y a pas tellement d'adhérents qui sont pro cette liste-là et Netanyahou a raison de vouloir la changer. Alors, on est en train de constater des frémissements, on va dire, au centre. Quelque part, au centre,
auprès Voilà, de, on va dire auprès de l'électorat, de ce que j'appellerais les hommes lessimes de la classe politique israélienne, ceux qui ne savent pas pour qui voter. Il y en a beaucoup, hein, on parle de plus de 25% de l'électorat israélien qui ne sait pas pour qui voter. Et on a le sentiment qu'il y a autour, justement, on va dire, dans la droite modérée, qui peut être aussi la droite sioniste religieuse modérée. On va dire en partie des gens modérés qui pourraient très bien peut-être rentrer dans le feu parti de Benny Gantz, ou peut-être même avec Gadi Eisenkot, ou même avec Yuli Edelstein. Il y a une organisation, Hili Troper, David Simri, pardon. Est-ce que vous croyez à cette hypothèse d'un parti qui pourrait jaillir du bas, avec, on va dire, les héros du 7 octobre, des gens qui ont marqué la vie politique ou on va dire la société israélienne par leur douleur, par leur dignité, par leur courage, et qui puissent rassembler, on va dire, un parti qui serait pas un parti fourre-tout, mais un parti qui serait de centre-droite? Alors, les héros du 7 octobre, certains d'entre eux sont déjà entrés en politique, et pour le coup, ils sont comme la société israélienne, c'est-à-dire qu'ils sont éparpillés dans tous les partis. Oui. Il y en a au sionisme religieux, il y en a chez Yair Golan, il y en a chez Eisenkot, il y en a chez Lieberman, etc., etc. Donc, c'est pas uniquement ça qui pourrait spécifier, mais effectivement, une certaine droite, Yuli Edelstein, hein, qui annonce qu'il quitte le Likoud après plus de 20 ans. Yuli Edelstein, Ayelet Shaked, tous ces gens-là. Tous ces gens-là, ça peut former un parti qui passe le seuil d'éligibilité. Oui, alors, encore une fois, dans les sondages, pour l'instant, c'est pas très haut, c'est 5, et donc 5, on sait ce que c'est compliqué. C'est une vraie question parce que d'un côté, les Israéliens, dans le discours, ils disent tous on veut de l'unité, parce que qu'est-ce qu'ils nous promettent ces partis? On imposera un grand gouvernement d'union, on évitera les extrêmes et on ira en gros du Likoud jusqu'à Bennett et Eisenkot, quoi, en gros. Encore une fois, le problème de ça, c'est quoi? C'est que les Israéliens aiment bien en théorie, mais dans les faits, déjà dans les sondages, Israël Hayom a testé la semaine dernière sur quoi les Israéliens seraient capables de renoncer. Ok, vous voulez un gouvernement d'union? Eh bien, en fait, très peu. Oui. C'est-à-dire que les électeurs de droite ont beaucoup de mal à renoncer à une réforme judiciaire importante. Les électeurs de gauche ont beaucoup de mal à accepter un Netanyahou toujours au pouvoir. Donc, en fait, au final, il y a les discours et il y a dans les faits. Et n'oubliez pas que Endel, qui est donc en ce moment Yoaz Endel, et Ayelet Shaked avaient tenté ça en 2022 en disant nous imposerons un gouvernement d'union. Au final, ils n'ont pas passé. Bon, c'est à exploser en cours de route et tout. Mais c'était une autre constellation. Mais moi, j'avoue que j'étais très optimiste il y a quelques mois et maintenant je le suis moins parce que j'ai l'impression que tout le monde est retourné à ses anciens réflexes, c'est-à-dire les réflexes de ma chapelle, mon petit coin, et que les Israéliens parlent d'unité, mais ne sont pas prêts à créer les alliances ou à prendre les paris ou à faire les concessions qui le créerait ce fameux... Bon, disons que c'est encore un peu tôt. Les listes vont se former, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Bon, eh bien on va en rester là. On aura certainement l'occasion de se reparler au cours de cette campagne électorale qui risque de s'avérer être très, très mouvementée, on va dire au moins, dans la classe politique israélienne. Merci beaucoup, Myriam, d'avoir accepté de commenter cette actualité brûlante, cette actualité politique en particulier. Merci d'avoir été avec nous et d'être venu dans notre studio.